Alerte enlèvement. Le podcast, enfin disponible. Un enfant a été enlevé. Pour l'instant ici, surtout l'inquiétude qui grandit d'heure en heure dans le quartier où je me trouve. N'agissez pas seul. Elles ont été retrouvées saines et sauves il y a un peu plus d'une heure. Alerte enlèvement. Le podcast. Votre mobilisation est essentielle. Boris Cyrulnik, 81 ans. Psychiatre, éthologue, écrivain. Enfant juif caché, traqué, arrêté, évadé. À la fois symbole et penseur de la résilience, a mis 50 ans avant de raconter son histoire. Il nous la livre ce soir sur le divan de Marc-Olivier Fogiel. Ça m'intimide beaucoup. J'ai été à cette place de patient, mais c'est vrai que je préfère parler en face à face parce que j'ai l'impression qu'il y a une relation. Alors que là, je me retrouve dans une situation d'isolement. Peut-être que c'est ça qui participe à une forme d'angoisse. Bonsoir Boris Cyrulnik. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là, d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui suis intimidé. C'est la première fois que finalement un psychiatre s'installe dans le divan. Vous avez d'ailleurs longtemps hésité à le faire. Pour moi, cette relation divan-fauteuil, c'est pour faciliter la plongée intérieure. C'est ça. Alors que moi, j'aurais bien aimé avoir une relation avec vous, vous voir vos mimiques, comprendre ce que vous allez dire, alors que là, je suis obligé de l'imaginer. Mais enfin, on va bien voir. On va pas changer pour vous, Boris Cyrulnik, parce que finalement, on va la créer, cette relation, du moins j'espère. Je vais essayer de vous accompagner le mieux possible. Vous, le neuropsychiatre, le directeur d'enseignement à l'Université de Toulon, l'éthologue, aussi l'auteur de plusieurs best-sellers, notamment Un merveilleux malheur ou encore Les vilains petits canards, des livres à succès, plus de 420 000 exemplaires. Vous y développez évidemment le concept notamment de la résilience, cette théorie selon laquelle rien n'est inéluctable, que l'on peut guérir d'un traumatisme, qu'on peut même en faire une force. On va raconter tout ça. Évidemment, votre traumatisme à vous, c'est ce que vous avez vécu en tant qu'enfant juif pendant la Deuxième Guerre mondiale, des parents déportés alors que vous n'avez que 5 ans, vous avez été caché, traqué, dénoncé, arrêté à l'âge de 6 ans par la Gestapo. Vous avez réussi à vous évader dans des conditions absolument incroyables. Et puis après, il y a eu l'impossibilité de parler, de raconter. C'est l'écriture qui vous a sauvé. Vous avez mis plus de 60 ans à écrire enfin votre autobiographie, Sauve-toi, la vie t'appelle. On est en 2012. Et puis, vous êtes devenu l'un des psys préférés des Français. On va parcourir ensemble cette vie passionnante. On va commencer comme d'habitude par l'autoportrait. Boris Cyrulnik qui parle de Boris Cyrulnik. J'ai toujours eu des problèmes avec l'autorité ou avec l'interdit. Peut-être que je suis en vie parce que je ne me suis pas laissé emprisonner à l'âge de 6 ans et demi. Ça a été ma première rébellion. Pendant la guerre, mon monde était clair. Il y avait les méchants et les gentils qui se relayaient pour protéger un enfant qu'ils ne connaissaient pas. Il n'y a pas de pardon. Il y avait 9 millions de juifs en Europe. Il en restait 3 millions en 1944. Il n'y a pas de haine. C'est ça qui m'a rendu psychiatre. Ça m'a donné la rage de comprendre. L'intelligence est une qualité affective. Quand autour d'un enfant, il y a de la haine, tous les enfants sont minables à l'école comme je l'ai été. Dès l'instant où il y a une structure affective et sensée, il rattrape son retard en quelques mois. La résilience me passionne parce que c'est un processus de soigneur. J'étais motivé à comprendre comment on pouvait aider à s'en sortir. L'homme est un animal tout à fait spécial. Les animaux ne peuvent pas fabriquer des mots. Je ne sais pas si on peut penser sans parole, mais on peut comprendre sans parole. J'aime bien le rugby parce que c'est 1h30 de jeu, 3 heures de restaurant et 1 semaine de vantardise. Donc ça remplit la vie, ça. Alors une fois n'est pas coutume dans cette émission, j'aimerais qu'on commence par l'enfance. Vous êtes né le 26 juillet 1937 à Bordeaux, d'une mère polonaise, d'un père russe, des juifs immigrés de l'Europe de l'Est. Vous laissez entendre dans votre autobiographie, Sauve-toi, la vie t'appelle, que vous êtes né 2 fois. Votre naissance biologique, et puis 6 ans plus tard,
quand vous vous êtes fait arrêter. C'est votre deuxième naissance. On va raconter cette arrestation fondatrice dans un instant. Auparavant, je pose les bases et je vous laisse parler. Votre père s'engage dans l'armée française quand vous n'avez que 2 ans. Vous restez seul avec votre maman. Il est blessé, puis arrêté à l'hôpital, déporté en 1943. Votre mère, elle, est arrêtée le 18 juillet 1942 à Bordeaux. D'ailleurs, on a remis la main sur les extraits du dossier familial, votre fiche d'identification en tant que juif. Ces documents, ils vous évoquent quoi, Boris Cyrulnik? Eh bien, c'est la première fois que je le vois. Première fois que vous voyez ces documents? Mais oui, parce qu'on me raconte encore mon enfance. Mon père, il a été arrêté sur son lit d'hôpital par la police du pays pour lequel il combattait. Donc c'est difficile à comprendre. Et on m'a donné une lettre retrouvée à la préfecture de Bordeaux où il disait « J'ai combattu pour l'armée française, pourquoi est-ce que je suis arrêté ?» Connaissant ce qui s'est passé ensuite, ça paraît d'un aveuglement, d'une naïveté, mais je crois que ça s'est passé comme ça. Ces documents que vous découvrez maintenant, si vous laissez parler, j'allais dire votre émotion, votre cœur, votre sensibilité, vous êtes blindé? Non, j'ai pratiqué le déni après la guerre parce que le déni, c'est pas le refoulement. Je savais ce qui s'est passé, mais je ne voulais pas en parler. Comme la plupart des gens, pour tous les traumatismes, c'est difficile d'en parler. Et donc, j'ai pas été blindé, mais j'étais coupé en deux. J'évitais. Et maintenant, j'ai une émotion comme si ça venait d'arriver. On s'est plongé dans votre histoire, l'histoire de l'arrestation de vos parents. Vous avez raconté votre père. Pour votre mère, la veille de son arrestation, peut-être parce qu'elle pressent quelque chose, elle vous place à l'assistance. Vous avez 5 ans et vous ne les reverrez plus jamais, ses parents. D'abord, quel souvenir vous avez? Alors, moi, je n'ai aucun souvenir de mon placement à l'assistance parce qu'on ne peut avoir de souvenir que relationnel. Quand on est seul, quand on est isolé, on n'a rien à mettre en mémoire. Pour remplir notre mémoire, il faut qu'il y ait un autre. Ma mère était probablement en plein désespoir et ne pouvait plus communiquer de mots de sécurité. Et c'est pour ça que dans ma mémoire, il y a un trou. La mémoire ne m'est revenue que quand Margot Lafarge est venue me chercher à l'assistance. Ça, c'est quelques mois après que votre mère vous ait placé à l'assistance. Marguerite, c'est une institutrice. Margot, c'est votre père qui, au début de la guerre, est allé la voir et lui avait donné un sac de bijoux en lui demandant, s'il ne revenait pas, de vous les donner le jour de votre mariage, qu'elle a fait. Votre femme et votre fille portent aujourd'hui les bijoux de votre mère. Oui, et ça me fait un immense plaisir parce que le transport de ces bijoux vers ma femme et vers ma fille rétablit la continuité. Les objets parlent et là, les objets racontent, ça va, les choses se sont remises en place. À nouveau, la continuité fonctionne, j'appartiens à une lignée et ça continue. Votre femme sera avec nous tout à l'heure, donc vous dites, les souvenirs reviennent chez Margot, chez cette institutrice. Votre quotidien d'enfant caché, c'était quoi, Boris Cyrulnik? Je me sentais en totale sécurité. Je revivais auprès d'eux. C'était une famille qui m'a redonné la vie. Et puis, il y avait des comportements étranges. C'est que le soir, ils écoutaient une radio qui faisait des bruits de crécelle, des bruits étranges. On ne comprenait rien. Puis, cette radio disait des choses stupides, du style « les raisins sont trop verts, les carottes sont cuites, attention à l'ourson ». C'était la radio Londres. Il y avait de la gaieté, on parlait, on m'expliquait. C'est une famille très vivante, très chaleureuse. Dans un premier temps, je sortais, je faisais les courses. C'est un jour, on m'a dit, tu ne peux plus sortir parce que quelqu'un pourrait te dénoncer. Dénoncer? Ça alors, dénoncer, qu'est-ce que j'ai commis comme crime? Puisqu'on allait me dénoncer, c'est que j'avais commis un crime. Et l'isolement a été à ce moment-là, parce que le père de famille est mort d'un infarctus probablement. Marguerite partait travailler le lundi matin, elle était institutrice au Lannemezan, je suis pas sûr, je crois, et elle rentrait, donc la maison se vidait, et moi, je ne pouvais pas sortir parce que quelqu'un aurait pu me dénoncer pour un crime, forcément, mais je ne savais pas lequel. Ça, c'est l'isolement, mais l'isolement sensoriel. Vous avez développé une forme de symptôme?
J'étais comme tous les enfants placés en isolement sensoriel, vous l'avez dit. Il y a presque des formes d'autisme qui apparaissent, c'est-à-dire des déambulations, des comportements auto-centrés. Il n'y a pas d'altérité, il n'y a pas d'autre. Donc on ne se centre que sur ce qui peut bouger, encore comme les autistes, les mouvements de main, les mouvements de tournoiement. Je ne savais pas lire, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télévision. C'était la guerre. Donc j'étais dans une situation expérimentale pour fabriquer de l'autisme. Donc vous restiez seul toute la journée et vous étiez face à vous-même. Et donc ce symptôme d'isolement sensoriel, ça a été un de vos grands combats, faire comprendre qu'on peut faire sortir ses enfants de cet isolement sensoriel, que rien n'est irréversible. On regarde. Quand j'étais en Roumanie après la chute du mur, à Bucarest, on avait des enfants pseudo-autistes placés dans des salles de 60 lits avec une femme qui passait de temps en temps. Donc pas de mots. Une gamelle par jour, c'était la situation expérimentale d'isolement sensoriel. Mais ça n'a rien à voir avec l'autisme. C'est un pseudo-autisme. On est d'accord. C'est un tableau comme s'il était autiste, mais en fait, il se protège par une non-communication parce qu'on ne communique pas. Parce qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a que ça. Okay. Il n'y a pas d'autre. Et on a demandé des scanners, et la plupart avaient des atrophies fronto-limbiques. C'est-à-dire, frontaux, la fonte ici, et limbique, c'est-à-dire toute cette zone-là, commençait à fondre. On est bien d'accord que le sombre, c'est du vide. Voilà, le sombre, c'est le vide. Quand les scanners ont montré que là, il y avait un creux, alors que normalement, il fallait du cerveau, on nous a dit, mais voilà, ces enfants ont été abandonnés parce qu'ils avaient une atrophie, une maladie cérébrale, une encéphalopathie, c'est pour ça qu'ils ont été abandonnés. Et nous, on a dit, mais pas du tout. Ils ont une atrophie cérébrale parce qu'ils ont été abandonnés, parce qu'ils ont été placés en isolement sensoriel. Chez les Farges, vous étiez dans cet isolement sensoriel et aussi, on vous a demandé de changer de nom, de vous appeler Jean Borde. Est-ce que ça aussi, ça a été compliqué pour le petit garçon que vous étiez arrivé à gommer son nom pour en prendre un autre? Oui, c'était une vraie déchirure. Ce nom m'a protégé, mais c'était pas le mien. J'étais pas inscrit dans une filiation. On me demandait de ne pas être moi. Donc c'était une agression, mais ils ont bien fait de me protéger, ils m'ont sauvé la vie. Mais après la guerre, j'ai été heureux de reprendre mon nom, celui qui m'inscrivait dans une famille, dans une affection, dans une tradition. Donc j'ai eu l'impression de redevenir moi-même. On retourne chez les Farges, c'est là que vous apprenez que vos parents sont morts. Vous êtes sous une table et la mère de Marguerite lui dit que vos parents sont morts et vous l'apprenez, j'allais dire, presque indirectement. J'étais sous la table, comme souvent les enfants jouent sous une table, et j'ai entendu Madame Farge engueuler Margot et lui dire « Mais tu ne comprends donc pas qu'ils ne reviendront jamais, ils ne reviendront jamais. » Alors qu'est-ce que ça m'a fait? Je pense que cette phrase m'a rendu service. Vous a rendu service? Parce qu'il fallait bien un jour énoncer la vérité. Mes parents ne reviendront jamais. Et ma première réaction, ça a été de dire, bon, mais maintenant, c'est à moi de me débrouiller. Parce que vous aviez déjà intégré l'information avant? J'avais intégré l'absence. Mes parents n'étaient pas morts, ils avaient disparu. Quelque chose d'inexorable arrive. Qu'est-ce qu'on fait? On meurt avec le mort ou on continue à vivre? Il y a beaucoup de gens qui, dans un premier temps, c'est un réflexe, vous savez bien, vous le psychiatre, qui veulent mourir avec le mort avant de se ressaisir. Vous, le petit garçon que vous étiez, n'a pas voulu mourir avec les morts qui étaient ses parents? Parce que le mot mort n'était pas encore adulte en moi. Il désignait une absence très très longue, une absence infinie que j'avais déjà ressentie, que j'avais déjà compris. Et je me suis dit, bon, maintenant, à moi de me débrouiller. Il faut qu'on raconte cette nuit du 10 au 11 janvier 1944. C'est la nuit de la rafle des Juifs bordelais. Après donc près d'un an caché chez les Farges, vous êtes arrêté sur dénonciation d'un petit voisin. Vous avez 6 ans et demi. La Gestapo débarque en pleine nuit, donc, pour vous chercher, vous. Je vais décrire la scène telle que vous la racontez dans Sauve-toi, la vie t'appelle. Un homme qui paraissait le chef a dit « Il faut faire disparaître ces enfants, sinon ils vont devenir des ennemis d'Hitler ». J'étais donc condamné à mort pour un crime que j'allais commettre. L'homme qui est né en moi cette nuit-là a été planté dans mon âme par cette mise en scène. Des revolvers pour me tuer, des lunettes noires, la nuit, les soldats allemands, fusils à l'épaule, dans le couloir, et surtout cette phrase étrange qui révélait ma condition de futur criminel. Boris Cyrulnik, qu'est-ce qu'un enfant de 6 ans
peut comprendre de tout ça, de ces échanges, à ce moment-là? Je crois qu'on comprend tout, l'essentiel. Ce monsieur disait qu'il fallait m'arrêter parce que j'allais devenir un ennemi d'Hitler, ce qui n'était pas si mal vu que ça. Madame Farge avait dit « On ne lui dira pas qu'il est juif ». Je ne savais pas ce que désignait le mot juif. Mais dans mon esprit d'enfant, je me suis dit c'est facile, il suffit de se taire pour être autorisé à vivre. Qu'est-ce que ça a laissé chez vous aussi, le fait qu'on ait voulu vous enlever votre judéité pour vous sauver? On ne m'enlevait pas ma judéité puisque je ne savais pas du tout ce que c'était qu'être juif. Il n'y avait pas de juifs autour de moi. On me condamnait à cause d'un mot dont j'ignorais la signification. D'accord. Et à quel moment vous avez compris ce que c'était qu'être juif? Je ne suis pas sûr que j'ai compris aujourd'hui. Tous les juifs se posent cette question parce qu'il y a autant de manières d'être juif que de juifs. Mais dans les 100 ans qui vont venir, je pense que je vais m'appliquer à comprendre. Je vois bien que c'est un sujet sur lequel on ne peut pas avancer facilement. Et non, parce que je ne sais pas grand-chose sur le judaïsme. Je sais beaucoup sur la judéité, c'est-à-dire l'histoire du peuple juif, les réactions, les échanges, la production, les persécutions. Ça, je sais beaucoup. Mais le judaïsme, je le connais très peu. Et vous n'avez pas eu la soif de l'apprendre? J'ai eu envie d'apprendre la judéité, oui. Mais je crois que j'ai beaucoup lu, beaucoup rencontré, beaucoup parlé, beaucoup visité. Mais la judéité plus que le judaïsme. Le judaïsme, donc la religion juive. C'est ça. Le plus étonnant dans votre arrestation, c'est peut-être ce que vous décrivez dans le livre. Après, c'est « J'ai éprouvé mon arrestation comme une fête, le retour de la vie. Je n'ai pas été effrayé par les barrages de soldats et les camions alignés. C'est aujourd'hui que je trouve pittoresque cette situation, une armée pour arrêter un enfant. Comme une fête ?» Mais oui, parce que la vie revenait. Je sortais de l'isolement. Il y avait des voitures la nuit. Il y avait des policiers français avec des lunettes noires et des chapeaux comme des soldats dans le couloir, le barrage, comme pour un homme dangereux. La rue était barrée. Dans les voitures, il y avait un homme qui pleurait. La synagogue de Bordeaux était transformée en prison avec des barbelés, des soldats partout. Mais la synagogue était très belle, il y avait de la lumière, il y avait des rouges, il y avait des gens. C'était intéressant, c'était la fête. Vous parlez de la synagogue de Bordeaux, puisque c'est là où vous êtes conduit par la Gestapo, où 325 personnes sont arrêtées ce soir-là. Dans cette synagogue, il y aura donc 3 survivants, dont vous. L'histoire de votre évasion est incroyable, on va la raconter. Vous êtes retourné dans cette synagogue de Bordeaux, on est en 2009, dans le cadre de la série excellente Empreinte. Et déjà, vous nous faites revivre la scène quand vous arrivez dans la synagogue. Là, il y avait des soldats en armes, il y avait un brouhaha, et puis beaucoup de gens, des centaines de gens entassés, couchés par terre, et de temps en temps la porte s'ouvrait, et des dizaines d'autres gens arrivaient, la porte se refermait, elle s'ouvrait, des dizaines d'autres gens arrivaient. Je m'étais réfugié sur un fauteuil où je m'étais installé à l'opposé. En arrivant à la synagogue, Boris Cyrulnik, on vous demande d'aller rejoindre d'autres enfants. Et on peut imaginer que le réflexe du petit garçon qui a été isolé pendant des mois, c'est d'aller se réfugier avec les autres petits garçons. Et vous faites l'inverse. Vous allez vous isoler. Comment vous l'expliquez? J'avais senti qu'il y avait un danger. Et c'était facile à sentir puisque j'entendais parler des adultes autour de moi. Les adultes disaient, il faut dire que tu es malade parce que si tu es malade, on va te soigner. Et les autres disaient, sûrement pas, ne dis pas que tu es malade parce que si tu es malade, on va te tuer. Et en entrant, il y avait 2 tables. Un officier allemand qui orientait avec une cravache ou une baguette, je ne me rappelle pas, mais il orientait très vite vers une table ou vers l'autre. Et c'est une de ces 2 tables condamnée à mort, mais on ne savait pas laquelle. J'ai été orienté sur une table, et quand je suis arrivé à la table, celui qui était derrière la table, c'était un homme que je connaissais, je l'avais vu avant, je le revoyais derrière la table
qui peut être condamné à mort. Quand il m'a vu, il a sursauté, la chaise est tombée, il est parti. J'ai compris que c'était lui qui m'avait dénoncé. Donc je savais qu'il y avait un danger. Il ne fallait pas aller là où on nous disait d'aller. Le petit garçon que vous étiez, 6 ans et demi, il avait conscience de tout ça. Il percevait tout ça, il comprenait tout ça. Mais bien sûr, clairement, à 6 ans, on a l'intelligence qu'on garde toute sa vie, peut-être même plus. Ensuite, elle s'estompe, mais à 6 ans, on comprend tout. Vous comprenez tout, et notamment cette scène où vous avez entendu qu'on allait mettre tous les petits-enfants dans des wagons salés. C'est comme ça que vous avez entendu, sauf qu'on disait wagons scellés. Vous ne connaissiez pas le mot scellé, et vous aviez imaginé que c'était d'atroces tortures. Et c'est aussi ça qui vous a fait fuir, finalement, en confondant un mot. Alors, j'avais déjà décidé, je cherchais à m'enfuir, mais quand j'ai entendu, c'était des Français qui parlaient à voix haute et qui étaient venus voir comment il fallait embarquer les enfants. Et l'un des deux a dit, on va les mettre dans des wagons salés, puisque je connaissais pas le mot, donc... Et je me suis dit, ça doit être grave, il faut absolument que je trouve une solution en urgence pour m'enfuir. Mais j'étais déjà décidé, puisque je furetais partout pour trouver un endroit pour m'enfuir. Cet homme qui vous a dénoncé, qui a fait tomber la chaise, vous l'avez revu? Et je crois que je sais qui c'est. C'était un voisin qui était venu à l'époque où on me cachait chez les Farges. Il était rentré alors que normalement j'aurais dû rester caché. Il m'avait vu, je le retrouvais derrière la table, donc c'était forcément lui. Je crois qu'il est devenu pharmacien. Et si j'avais voulu, j'aurais pu retrouver sa pharmacie. Vous imaginez ma question? Oui. Pourquoi vous n'avez pas voulu? Parce que je voulais redevenir libre et que la haine ou la vengeance, c'est encore une manière d'être prisonnier du passé. On ne pense qu'à ça, on rumine, probablement il y aurait eu un scandale ou un procès, je ne sais pas, et je voulais vivre libre et non pas ruminer le passé. On retourne dans la synagogue, on retourne au moment où vous vous échappez, vous allez dans les toilettes, vous vous dissimulez sous un faux plafond, et toujours dans ce documentaire, eh bien, vous amenez les caméras de France 5, donc dans les toilettes de la synagogue. Dans mon souvenir, il y avait des box avec des portes étroites et derrière la porte, il y avait des aides en planche qui consolident la porte. Donc j'ai grimpé le long du Z et je me suis coincé sous le plafond en appuyant les pieds sur une paroi et le dos sur le mur, puisque les box étaient étroits. Et quand les soldats ou la Gestapo venaient, ils ouvraient la porte et aucun n'a pensé à lever la tête et j'étais coincé en l'air. Si bien que j'ai attendu qu'il n'y ait plus de bruit et quand c'est redevenu silencieux, je me suis laissé tomber et je suis sorti tranquillement. Je suis sorti tranquillement, dites-vous? Tranquillement? Alors, c'est pas vrai. J'ai retrouvé tous les témoins de mon évasion. Et j'ai confronté mes souvenirs avec les lieux et avec les souvenirs de ces gens qui étaient dans la même situation que moi. Alors, j'ai entendu le silence, je me suis laissé tomber, et quand je suis sorti, la synagogue était vide, et il y avait un groupe, probablement de policiers de la Gestapo française, qui étaient en train de parler entre eux. Les portes étaient ouvertes, je suis passé en courant, c'était pas tranquille. Je suis passé en courant, et j'ai été étonné qu'aucun de ces policiers ne cherche à me rattraper. Quand je suis arrivé sur la porte ouverte de la synagogue, j'ai vu une infirmière, Madame Descoubès, qui me faisait signe pour plonger dans ce que je croyais être une ambulance. J'ai couru et j'ai plongé sous le corps de Madame Blanchet, cette dame qui était en train de mourir dans cette pseudo-ambulance. Et à ce moment-là, un Allemand qui parlait français est venu voir cette dame et il a donné le signal du départ. Pour qu'on comprenne bien, cette femme
est en sang et vous vous cachez sous elle et vous êtes donc transporté, évacué vers la faculté où là, on vous cache d'abord à la cantine, après vous vous retrouvez enfermé dans une marmite pendant quelques heures, puis caché par un étudiant pendant plusieurs jours et vous avez également le souvenir flou d'avoir été caché dans des sacs de pommes de terre chargés dans un camion. C'est comme ça que vous êtes exfiltré de la synagogue. Le fait d'avoir dû vous cacher, d'avoir été dissimulé si jeune, d'avoir dû être transparent, invisible, en quoi ça a laissé des traces chez vous? Des phobies peut-être? Des traumas? Eh ben non. Eh ben non. Eh non, pas de phobie. Une représentation étrange, un mélange de force, parce que j'ai été vainqueur. J'ai échappé à l'armée allemande. Donc, dans mon esprit d'enfant, je les avais bien eus. L'aspect négatif, c'était que j'entendais dire et répéter « cet enfant est dangereux ». J'ai entendu ça quand on m'a dit « à partir de maintenant, tu t'appelleras Jean Laborde. Si tu dis ton nom, tu mourras, et ceux qui t'aiment mourront à cause de toi. Donc, tu es un enfant dangereux. » Quand on est venu me chercher pour me placer à la campagne, la nuit, la voiture qui me sauvait, il y a eu toute une filière, toute une cascade de justes qui m'ont sauvé. Ils se sont arrêtés dans une place de village, il y avait un couvent, et la bonne sœur a dit « Je ne veux pas de cet enfant ici, allez-vous-en, cet enfant est dangereux. » Ça m'a rendu d'une gentillesse morbide. C'est une gentillesse morbide. Parce que je voulais ne pas être dangereux, donc je suis devenu pathologiquement gentil. Et puis, je me suis toujours méfié, je me méfie encore, des doxa, des dogmes, des certitudes, des vérités énoncées sans jugement. Aujourd'hui encore, je pense que c'est un grand danger. Vous dites 40 personnes se sont relayées pour s'occuper de moi. Je les croiserai aujourd'hui, d'ailleurs je ne les reconnaîtrai pas. Il y en a juste un qui vous a dénoncé. Le bilan, quand vous sondez l'âme humaine, puisque vous avez fait ça toute votre vie après, elle est plutôt noire ou plutôt belle, hein? Alors, elle est belle parce qu'il y a des gens magnifiques. Ces gens que je ne connaissais pas, dont je ne connaissais même pas le nom, et une de mes hontes aujourd'hui, c'est d'avoir été caché chez un instituteur, Monsieur Monzi, et un jour j'étais à un congrès à Bordeaux, et ce monsieur a pris la parole, a pris le micro et a dit « Boris, je t'ai caché pendant la guerre ». Il y avait plusieurs centaines de personnes dans la salle, on n'était pas là pour ça. J'ai été m'asseoir à côté de lui, il pleurait, je ne savais pas pourquoi. Et ma honte, c'est que je n'ai même pas pensé à lui dire merci, je ne savais pas qui c'était. Donc il y a une quarantaine de gens magnifiques, courageux, généreux, qui ont risqué leur vie pour sauver un enfant qui ne leur a même pas dit merci. Mais qu'est-ce qui fait que vous voyez le bon côté de l'âme humaine, là où vous pourriez légitimement, vu votre parcours, voir plutôt la noirceur? Je dirais que c'est un cadeau de ma mère. Et là, on a le droit de faire une parenthèse scientifique. Vous pouvez faire toutes les parenthèses que vous voulez, Boris Cyrulnik. Alors, actuellement, il y a ce qu'on appelle les théories de l'épigenèse, c'est-à-dire que le milieu nous façonne beaucoup plus tôt que ce qu'on croyait. Dans le ventre de nos mères, on est déjà façonné par le milieu, et notre génétique s'exprime de manière très différente selon les structures du milieu. Les théories de l'épigenèse montrent que ce qu'on appelle les interactions précoces, c'est-à-dire de la 27e semaine de la grossesse au 20e mois, pourquoi ces deux chiffres? Parce qu'on sait qu'à partir de la 27e semaine de la grossesse, l'enfant partage les émotions de sa mère. Maintenant, on l'a rendu observable. Et pourquoi 20 mois? Parce qu'au 20e mois, les enfants débarquent dans le monde des paroles, le monde des mots, et que là, il y a d'autres déterminants arrivent. Les déterminants verbaux, de la relation, des récits et des cultures, des récits culturels. Or, l'immense cadeau de ma mère, je ne sais pas comment elle a fait, ça s'est passé au corps à corps, forcément, ça a été de me donner cette confiance en moi qui fait que très tôt, même dans les conditions difficiles, j'aime chercher ce qui fonctionne encore bien et ce qui peut être source de bonheur. Cette mère, c'est elle? Oui. J'imagine une des rares photos
que vous ayez. Oui, j'ai 2 photos, très peu de photos de ma mère, de mes parents, de ma famille. J'ai rencontré une cousine que j'avais plus vue depuis la guerre, qui m'a donné des photos de ma famille que je connaissais pas. Donc on me raconte encore aujourd'hui, on me raconte mon histoire. C'est très intéressant. J'imagine. J'imagine. On reprend le fil de votre histoire. La libération de Bordeaux, vous le vivez comme une libération personnelle ? Clairement oui. Il y a 2 étapes marquantes. La libération de Bordeaux et Hiroshima. Et c'est facile à comprendre. Tout le monde sortait dans la rue, les gens s'embrassaient. Et puis Hiroshima aussi, ce que je vais dire est affreux, ça a été une explosion de joie en France, oui, parce que ça signifiait enfin la vraie fin de la guerre. Parce que si le Japon capitule, on va se remettre à vivre. Et voilà, ça c'était le Grand Hôtel de Bordeaux. Là, c'est une épreuve de ma vie. Un milicien avait tenté d'assassiner le général dans la nuit. Et là, j'ai eu une déception politique. C'est que mes libérateurs, ceux qui rapportaient la liberté, la joie au fond de moi, c'est-à-dire les résistants, ont lynché ce milicien qui voulait tuer De Gaulle. J'aurais trouvé digne qu'ils arrêtent ce milicien, et j'aurais trouvé digne qu'il fasse un procès et qu'il ne le lynche pas, parce qu'en le lynchant, il se comportait comme les nazis. À 7 ans, vous auriez trouvé digne ? Mais ça paraît absolument incroyable. Mais non, la morale existe chez les bébés. Très tôt, avant la parole. Mais c'est pas la mémoire, c'est votre réaction. Je mets pas en cause votre mémoire, c'est votre réaction. J'espère que les téléspectateurs ont entendu le lapsus d'oreille de Fogiel. Qu'est-ce que j'ai dit J'ai pas dit la mémoire, j'ai dit la morale. Là, je vous avais dit la morale, j'ai entendu la mémoire. Et vous avez entendu la mémoire. Après l'émission, docteur. Mais la morale, vous avez la morale à 7 ans. Tous les enfants, on a le sentiment de morale, de ce qui est bien, de ce qui est juste, extrêmement tôt, et on blesse un enfant quand on blesse la morale. En tout cas, à la sortie de la libération, donc, vous retournez quelque temps chez Margot, l'institutrice, et puis votre tante, Dora, la sœur de votre mère, vient vous chercher pour vivre avec elle et son ami Émile. Vous dites dans votre livre « Je me souviens », les rêves d'avenir sont apparus dès que j'ai pu avoir une structure affective autour de moi, une famille d'accueil, une charpente stable. À ce moment-là, j'ai pu m'autoriser à avoir des projets d'avenir. Jusqu'à là, c'était pas possible. Vous étiez dans l'immédiateté de la survie, quoi. Voilà, c'est ça. J'étais dans la fuite. Tais-toi, ne parle pas, sinon tu vas mourir. Fuis, fais attention. Le monde était clivé entre le bien et le mal. Le bien, c'est les justes. Le mal, c'est les nazis. Et dès que j'ai retrouvé une structure affective stable avec la sœur de ma mère, Dora, à ce moment-là, je me suis dit, ça va, je peux construire, je peux rêver. Et j'ai eu des rêves fous. Et ce qui est fou, c'est que je les ai réalisés. On va voir comment dans un instant, évidemment. Chez Dora et chez Émile, donc, vous vous réinscrivez dans une forme d'histoire, dans une famille, une filiation, des rituels d'ailleurs, que vous avez gardés aujourd'hui. Et notamment, ça peut paraître très anecdotique, mais les cornichons. Ai-je découvert... On a pris l'habitude de faire nos fêtes de famille, le baptême des enfants, Noël, le jour de l'an... avec saumon, crème fraîche, cornichons. Et un bocal de cornichons ouvert est un bocal mort. il est vidé instantanément. On ne garde pas très longtemps. À partir du moment où il a été ouvert, on ne garde pas très longtemps. Ces cornichons, la vodka, la crème fraîche, rappellent des moments heureux de mon enfance, avec ma tante, qui organisait, qui m'a élevé, qui est mon substitut maternel, et qui organisait des fêtes avec les rituels qu'elle a rapportés de Pologne et de Russie. Et puis, ça aide la mémoire. C'est-à-dire que sans rituel, on n'aurait pas de mémoire. Une sorte de Madeleine de Proust, ces cornichons, en fait, pour vous. On retrouve les mêmes cornichons chez Woody Allen et chez Romain Gary, dans La promesse de l'aube. Et je suis certain que personne ne se rend compte de ce que signifie des cornichons pour un juif d'Europe centrale. Et alors non seulement ils sont bons, mais ils évoquent, ils sont lourds d'histoire, ils sont lourds d'affection, ils sont lourds de fêtes. Ce qui est étonnant, Boris Cyrulnik, c'est que vous dites « Je me suis longtemps demandé pourquoi j'avais moins souffert pendant la guerre que pendant la paix ». Bien sûr.
Pendant la guerre, j'avais un code comportemental. Le bien est là, les justes, le mal est là. Il y a une conduite à tenir. Si tu fais attention, tu vas t'en sortir. Et après la guerre, il y a eu l'impossibilité de parler, l'impossibilité d'être soi en entier. J'avais repris mon nom, progressivement, mais quand j'ai commencé à raconter ce qui m'était arrivé, beaucoup de gens ont éclaté de rire parce que ça leur paraissait fou, ça leur paraissait... Et c'est vrai que c'est fou. Et je me rappelle un adulte qui m'a demandé de me raconter mon évasion, comme vous l'avez fait. Je l'ai raconté et il m'a donné des pièces trouées en me disant « Tu racontes de belles histoires, va t'acheter des bonbons ». Alors moi, j'ai pratiqué le déni parce que ça me permettait de ne pas souffrir du passé. Mais tout le monde a pratiqué le déni. Et dans la France d'après-guerre, ça peut se comprendre. Les gens voulaient se remettre à vivre, ils ne voulaient pas ruminer le passé. Mais ça veut dire que vous gardiez votre souffrance. Comment vous gériez? En termes psychanalytiques, puisqu'on est là pour ça. On est là pour ça. En termes psychanalytiques, j'avais une crypte dans l'âme. C'est-à-dire que je ne pouvais dire que ce que les autres étaient capables d'entendre. D'accord. Tout ce que les autres ne supportaient pas, parce que ça les gênait, parce que ça leur paraissait impensable ou faux, je n'en parlais pas. Alors j'y pensais tout le temps, mais je me disais, quand je serai grand, je serai fort, et à ce moment-là, j'écrirai un livre. Parce que l'écriture met à distance l'émotion et permet de dire ce que les autres ne sont pas capables d'entendre. Et donc comment vous le viviez, ce déni, exactement? Avec une crypte dans l'âme. Une crypte dans l'âme. Une partie morte, un tombeau dans l'âme. J'étais bavard, j'aimais rire, j'aimais faire le pitre, mais il y avait une partie dans mon âme qui souffrait en secret. Et cette souffrance se manifestait de temps en temps par des moments sombres ou par des cauchemars, par des rêves. Donc c'était un équivalent de syndrome psychotraumatique, mais enquisté. Mais vous pouviez le partager avec personne? Votre tante, qui était devenue votre tutrice, vous n'étiez pas suffisamment en lien affectif avec elle, j'allais dire, pour pouvoir le partager avec elle? J'étais en lien affectif, mais elle pratiquait le déni elle aussi. Elle parlait pas de la guerre. J'ai appris avant sa mort qu'elle avait été elle-même arrêtée. On n'en avait jamais parlé. J'ai appris que plusieurs sœurs avaient disparu, même pas à Auschwitz, disparu. Sœurs de votre mère et de votre tante. Voilà. Dont l'une, Jeannette, qui a disparu à l'âge de 15 ans. Elle est partie dans la rue, on l'a plus jamais revue. Donc c'était des gens blessés. Cette tante qui a tissé, qui m'a permis de reprendre vie. Vous alliez dire qui m'a sauvé, Boris Cyrulnik? Pardon? Vous alliez dire qui m'a sauvé? C'est que par rapport au phare, je voulais employer les bons mots c'est ça, exactement. Pour que tout le monde soit à sa place. C'est ça, exactement. Les Farges m'ont sauvé, je voulais leur rendre ça. Et Dora m'a éduqué. Elle a préservé ce qui restait de famille. Hein. Dans les années 50, il y a une forme de dégel de la parole. On commence à pouvoir affronter son histoire et c'est la fiction qui permet ça. On va regarder déjà un extrait du journal d'Anne Frank, on est en 1959. I see. It'll be hard, I know that. But always remember this, Annchen, there are no walls, there are no locks, no bolts that anyone can put on your mind. As a matter of fact, just between us, Anne, being here has certain advantages for you. Now, for instance, you remember that battle you had with your mother the other day on the subject of overshoes? You said you'd rather die than wear overshoes, remember? Well, now you see, for as long as we are here, you won't have to wear overshoes. Isn't that good? And the piano? You won't have to practice on the piano. I tell you, this is going to be a fine life for you. Someone like me to keep a diary. Not only because I have never done so before, but because it seems to me that neither I, nor for that matter anyone else, will be interested in the unbosomings of a 13-year-old schoolgirl. Fondamental pour vous, vous l'écrivez, les œuvres d'art, en invitant à parler de la tragédie, offraient une pierre tombale à mes parents. Alors j'avais oublié que j'avais écrit ça, mais je suis encore d'accord. Parce que
le journal d'Anne Frank a joué un rôle important parce que je me disais, mais ça arrive à d'autres êtres humains, donc j'ai pas été complètement chassé de l'humanité, puisque d'autres ont été dans la même situation que moi. Et puis, le journal d'Anne Frank parle de la partie supportable de la Shoah, c'est-à-dire que ça parle d'une gentille famille qui s'aime, qui se dispute, d'une jolie petite fille intelligente, 14 ans, qui a besoin d'écrire pour reprendre possession de son monde mental. Georges Perec a dit la même chose mot à mot, mais l'horreur de la Shoah n'est pas représentée dans le journal d'Anne Frank. Le film, le livre s'arrête quand la Gestapo tape à la porte. On ne sait rien de la Shoah, mais ça a été important pour moi, pour me réhumaniser. Dès l'instant où ce genre de récit était partagé, je redevenais un être humain. C'est ça. Mais pour ça, il fallait qu'autour de moi, des gens l'entendent et disent ce qu'ils pensent. Vous vous rendez compte? Des gens qui n'ont commis aucun crime, qui sont arrêtés, et regardez comme elle est jolie, regardez comme elle est intelligente. Il a fallu que ça passe par la fiction pour pouvoir rendre ça possible. Exactement. Rien n'est plus vrai que la fiction. Bien sûr. Et on se trompe souvent moins dans une fiction que dans un témoignage. Parce que les témoignages sont étonnamment source d'erreurs, alors que la fiction, c'est des morceaux de vérité qui sont agencés pour faire un récit partageable. Il y a eu aussi évidemment d'autres films. Un peu avant, il y a eu Nuit et brouillard, un film important d'Alain Resnais en 1955. Premier regard sur le camp. C'est une autre planète. Sous son prétexte hygiénique, la nudité du premier coup livre au camp l'homme déjà humilié. Rasé, tatoué, numéroté, pris dans le jeu d'une hiérarchie encore incompréhensible, revêtu de la tenue bleue rayée, classé parfois Nacht und Nebel, nuit et brouillard. Marqué du triangle rouge des politiques, le déporté affronte d'abord les triangles verts, les droits communs, maîtres parmi les sous-hommes. Au-dessus, le capot, presque toujours un droit commun. Au-dessus encore le SS, l'intouchable, on lui parle à 3 mètres. Tout en haut le commandant, lointain, il préside au rite, il affecte d'ignorer le camp. Qui ne l'ignore pas d'ailleurs. Cette réalité des camps méprisée par ceux qui la fabriquent, insaisissable pour ceux qui la subissent, c'est bien en vain qu'à notre tour nous essayons d'en découvrir les restes. Ces blocs en bois, ces chalits où l'on dormait à 3, ces terriers où l'on se cachait, où l'on mangeait à la sauvette, où le sommeil même était une menace. Aucune description, aucune image ne peuvent leur rendre leur vraie dimension, celle d'une peur ininterrompue. Vous, à quel moment vous êtes parti sur les traces de votre passé, Boris Cyrulnik? Il n'y a pas longtemps, au moment du premier procès Papon, en 1982, je crois, mon nom a été cité au procès et des gens m'ont posé des questions. Et j'ai été étonné qu'on me demande ce qui m'était arrivé. Jusqu'à maintenant, on m'avait plutôt fait taire. Mais vous n'êtes pas dans les parties civiles, par exemple. Non. Vous auriez pu, parce que Maurice Papon, c'est lui qui fait arrêter votre père, votre mère, c'est signé de sa main, de même que votre arrestation de 43. Oui. Vous auriez pu être partie prenante dans ce procès. Oui, j'y ai pas pensé. Si on m'avait invité au procès, j'y serais allé, mais j'ai pas pensé être partie civile, en effet. Mais j'avais proposé de faire un procès sans jugement pour qu'on dise sur la place publique ce qui s'était passé à Bordeaux et qu'on ne condamne pas un vieil homme. Vous avez dit ça. Moi, personnellement, je n'aurais pas envoyé un vieillard en prison. Ce vieillard, donc, qui fait arrêter votre père, votre mère, qui vous fait arrêter. Je pense que ça fait partie d'une stratégie d'existence. Ne pas ruminer, échapper au passé, construire quelque chose pour se remettre à vivre. On va voir comment vous êtes remis à vivre, mais ce passé, donc, il y a eu ce procès Papon, vous l'avez dit, c'est une première étape. Et puis, comme vous avez commencé à être connu, vous avez fait des émissions de télé, notamment, vous êtes dans l'émission de Michel Pollack en 1983, pour Mémoire de singe et Paroles d'homme. Et après cette émission, le passé va commencer à se recomposer pour vous. Mais d'abord, on regarde des images de Boris Cyrulnik chez Pollack en 83 pour ce livre.
Bonsoir, eh bien ce soir, comme des bêtes, notre émission sera consacrée au comportement humain et animal avec des spécialistes des bêtes, des philosophes et des hommes. Boris Cyrulnik, dans Mémoire de singe et Paroles d'homme, dit « J'aime les gens qui doutent, ils me rassurent. C'est peut-être la raison émotive de mon attirance pour l'éthologie. Les animaux nous posent des questions tellement déroutantes qu'ils nous obligent à remettre en cause nos plus belles certitudes. » Et il dit un petit peu plus haut, en parlant de souvenirs de la guerre, souvenirs d'enfance, donc on ne pouvait pas croire les adultes. Pour leur garder visage humain, il fallait trouver la faille de leur discours trop cohérent. La vie déjà venait de m'enseigner une attitude éthologique. Quand les adultes parlent, il faut chercher à comprendre ce qu'ils communiquent malgré leurs belles paroles. C'est vrai que les animaux ne peuvent pas fabriquer des mots puisqu'ils n'ont pas de lobe temporal gauche. En revanche, on confond régulièrement comprendre et parler. On peut très bien comprendre en neurologie avec son cerveau droit. Or, c'est une compréhension sans parole. Je ne sais pas si on peut penser sans parole, mais on peut comprendre sans parole. Donc, ce qui est incroyable, Boris Cyrulnik, c'est qu'après l'émission, donc une dame a téléphoné à TF1 à l'époque, donc elle se demande si ce n'est pas vous qu'elle a aidé à s'évader. C'est cette fameuse Madame Descoubes, cette infirmière qui vous avait sauvé, vous en avez parlé tout à l'heure, et c'est le début de l'histoire qui se reconstitue. Madame Descoubes a donné son adresse et son numéro de téléphone. Donc je l'ai appelé et on a renoué 40 ans après des relations de gaieté et d'intimité et d'affection. Et là, on avait des souvenirs étonnamment identiques. Là, c'était gravé dans la mémoire au détail près. Ensuite, vous allez mener votre propre enquête. Vous êtes allé chercher donc tous les éléments de votre passé grâce à quelqu'un qui est avec nous, qui s'appelle Philippe Bruneau. Il a grandi lui-même à Bordeaux. Il est psychiatre, anthropologue, thérapeute de couple. Et vous l'appelez, avant de le retrouver, l'accoucheur de mon passé. Pourquoi vous l'appelez comme ça, l'accoucheur de mon passé? Parce que c'est lui qui m'a invité en 1985 à un congrès qu'il organisait sur l'éthologie, le langage des animaux, le langage des êtres humains. Et je ne pouvais pas retourner à Bordeaux parce que pour moi, Bordeaux, c'était la milice, l'arrestation, la mort. Vous n'y étiez pas retourné jusqu'en 85 à Bordeaux? Non, c'était la mort, Bordeaux. Et j'ai retrouvé Bordeaux, sécurisé avec ma base de sécurité, c'est-à-dire lui, qui jouait le rôle d'une bonne mère, et qui avait organisé le congrès où je retrouvais Monsieur Monzi, cet instituteur qui m'avait caché chez lui. Et à qui vous n'avez pas pu dire merci, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure. Voilà. Philippe Bruneau est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Quand vous avez invité Boris Cyrulnik à Bordeaux, vous connaissiez son passé? Alors, je ne connaissais rien de son passé pendant très longtemps. Mais j'ai passé mon enfance chez mes grands-parents, à 20 mètres de la maison où il était caché chez les parents de Margot. Et j'étais très surpris en 82-83, lorsque je l'invite, et à d'autres reprises ensuite, qu'il accepte alors qu'il refusait à d'autres. Ça m'a intrigué. Alors, en y réfléchissant aujourd'hui, je pense que Boris ait reconnu une possibilité de rencontrer son passé. Tiens, quelqu'un de Bordeaux on avait le même trajet, psychiatre, on avait fait de l'anthropoéthologie, on va en faire par la suite ensemble. Et d'une certaine façon, ce qu'il ne pouvait pas regarder, je lui permettais peut-être de s'en rapprocher. En 1985, j'organisais des très grands colloques sur Bordeaux, et effectivement, un homme s'est levé, et ce monsieur, je me souviens tout à fait de ses paroles, dit à Boris: « Mais n'es-tu pas le petit Boris que l'on a caché, qui vivait chez nous pendant une année ?» Et j'ai le souvenir aussi que Boris ne pouvait sortir un mot, parce que c'était peut-être une des premières fois où il était confronté à nouveau avec son passé. Et Philippe, un soir, vous l'avez amené dans la rue de son enfance, devant la maison des Farges, où il avait été caché pendant 1 an, donc à côté de chez vous, à côté de là où vous avez été élevé enfant. Et vous avez dit, pour préparer cette émission, c'est la seule fois où j'ai vu Boris pleurer. On est revenu le soir dans cette rue, on a marché ensemble. Boris se rappelait le moment où il sortait de la maison, les quelques moments où il pouvait aller chercher le lait, juste un petit peu plus loin, dans la rue à côté. Il ne parlait pas. Oui, je n'ai jamais vu Boris avec autant d'émotion.
J'étais même impressionné lorsqu'on s'est quitté, puisque ça allait être une nuit pas facile. Alors, Philippe a joué un grand rôle dans la redécouverte de mon passé. Et surtout, Philippe a continué un jour en me faisant redécouvrir Pandora. Ce village, donc, où vous avez été caché après la synagogue de Bordeaux. Oh, mais il y a eu toute une série de caches, toute une cascade de caches. Mais là, je me rappelais, et je ne savais pas si c'était dans le sud-est ou dans le sud-ouest. J'étais enfant, j'avais du mal à localiser ça. Et pour moi, je me souvenais du nom Pandora à cause de Dora, ma tante. Votre tante, ouais. Et Philippe me dit, j'ai fait danser des gens à Pandora. Parce que Philippe est un excellent musicien, et pendant ses études de médecine, il gagnait un peu d'argent en faisant danser les balles popus et en faisant danser les gens. Donc Philippe, c'est vous qui l'avez réaccompagné sur les traces de son passé, et vous nous avez dit, Boris Cyrulnik ne serait pas ce qu'il est s'il avait fait une psychanalyse. Sa psychanalyse, elle aurait été quoi, destructrice? Disons que c'est peut-être un petit peu à l'opposé de ce que désire Boris. Jusqu'en 97, je ne savais pas la vie de Boris. Petit à petit, j'ai compris qu'il avait été à Bordeaux. Je ne savais même pas qu'il y était né. Et tout ça, c'était dans son jardin personnel. Et puis, on a fait de l'archéologie ensemble. Mais c'était l'archéologie de son passé. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, son passé devenait certainement moins dangereux, avec un tuteur de mémoire que j'étais à mon insu, je ne le savais pas, parce que sa mémoire traumatique était trop dangereuse et trop difficile à aborder frontalement, et certainement que à ce moment-là, je devenais sa mémoire, alors que personnellement, j'ai l'impression de ne pas en avoir. Merci beaucoup, c'était passionnant, merci infiniment. Avec plaisir. Pour vous, Boris Cyrulnik, il y a un moment où vous l'affrontez, se passer publiquement, j'allais dire, puisque vous avez tenu à ce que Margot, l'institutrice, ait une médaille des Justes, puisqu'après un voyage en Israël, vous avez compris ce qu'étaient les Justes, donc ces résistants qui ont pris des risques pour cacher des Juifs. On est à la mairie de Bordeaux, vous êtes là à côté, et là vous êtes bien obligé d'assumer publiquement ce passé. On voit d'abord les images, vous m'en parlez après. Je suis évidemment contente qu'on ait reconnu ce que j'avais fait à l'époque, parce que j'étais jeune et c'est un engagement risqué. À 79 ans, Marguerite Farge fait désormais partie des Justes parmi les nations. En 1942, âgée alors de 23 ans et institutrice à l'école primaire du Pas Saint-Georges à Bordeaux, elle recueille et cache Boris, 4 ans, l'un de ses élèves dont les parents d'origine israélite sont déportés en Allemagne. Ils ont demandé aux voisins de m'avertir et de faire ce que je pourrais pour l'enfant. Alors je suis allée à Villeneuve-d'Ornon et j'ai ramené l'enfant, je l'ai ramené chez moi. C'est avec beaucoup d'émotion que je me trouve ici ce soir et je tiens à remercier tous ceux qui se sont associés à cette manifestation pour évoquer un événement vieux de plus de 50 d'années. Bientôt, tu auras ton nom gravé à Jérusalem, c'est-à-dire l'origine des peuples du livre, de tous les peuples du livre, et tu auras un arbre qui portera ton nom. Là, votre histoire devient publique, Boris Cyrulnik, et vous dites au magazine Psychologie, lorsque Marguerite, cette héroïne qui m'a récupéré dans la guerre, a reçu la médaille des Justes, toutes les télévisions étaient là, j'ai voulu faire demi-tour, et je l'aurais blessée au lieu de l'honorer. Mon histoire est devenue publique malgré moi. Est-ce que vous êtes sûr, vous le psychiatre, que c'est autant malgré que vous? Je l'ai délivré par indice. Mais comme j'avais appris dans ma mémoire, j'avais appris d'abord à me taire, puis ensuite j'avais été contraint de me taire, et j'avais très envie d'en parler, mais personne ne m'écoutait. Donc je délivrais un indice, un mot, et certaines personnes réagissaient. La plupart du temps, les gens ne réagissaient pas. Mais là, c'était officiel. Margot m'avait dit il faut que ce soit une cérémonie intime. Je lui avais dit d'accord. Et quand je suis arrivé, il y avait 23 drapeaux, 50 invités, 40 journalistes. Donc là, c'était bien public. J'avais l'intention d'écrire
non pas pour le rendre public quelque chose, mais pour réfléchir, pour comprendre comment un tel phénomène absurde et criminel a été possible. Mais quand vous écriviez avec un phoné avant de dire que finalement vous parliez de vous. Quand par exemple dans Autobiographie d'un épouvantail qui sort en 2008, vous ne parlez pas à la première personne, vous parlez d'un certain Bernard. Vous avez mis du temps à écrire à la première personne. Mais je pense que tous les romanciers font comme ça. Oui, mais... Eh bien, non, mais la fiction dit le vrai en tenant à distance. Et moi, j'avais donné à ce petit Bernard, j'en avais fait mon porte-parole. Et après, j'avais plus besoin de porte-parole, j'ai pu dire je. On va voir comment vous vous êtes construit. Grâce à un courage morbide, vous dites, à force d'obstination, vous avez refusé le fatalisme, le moule dans lequel on a voulu vous enfermer. Quand vous dites ça, pardon, je fais une parenthèse, mais vous avez retrouvé une rédaction quand vous aviez 11 ans, et à l'âge de 11 ans, vous vouliez être psychiatre. J'ai retrouvé cette rédaction en fouillant dans un grenier chez Dora, et je retrouve un vieux cartable, et dedans, cette rédaction, quand je serai 11 ans, quand je serai grand, je serai psychiatre. Ça m'a ahuri. Et finalement, c'est presque logique, parce que j'entendais dire autour de moi que cette catastrophe, ce crime immense, avait été provoqué par la folie d'un homme. Et dans mon esprit d'enfant, je me disais, si on arrive à soigner la folie des hommes, on empêchera des crimes contre l'humanité comme ça de revenir. Donc ça, c'est ce qui vous a donné envie d'être psy, mais décrivez-moi ce courage morbide qui fait que, d'une certaine manière, il vous fait vous dépasser. Quand je propose l'expression de courage morbide, c'est pour dire que si j'avais été équilibré, je serais devenu menuisier comme mon père. J'aurais eu une image d'identification et j'aurais voulu apprendre le métier de mon père. J'aurais été peut-être un menuisier heureux. Mon père était ébéniste. Là, vous avez fait des hautes études. Ce qui vous a poussé, c'était quoi? Vous dites, si j'avais été équilibré, je me serais adapté à l'existence d'enfants amoindris que mon entourage me proposait. Mon pauvre petit, comment veux-tu devenir journaliste ou médecin avec ce qui t'est arrivé? La compassion aurait été mutilante. Oui. Alors, est-ce que c'est être un enfant amoindri que de vouloir devenir menuisier? Non, peut-être, mais... je crois pas. Vous aviez d'autres ambitions pour vous-même. Voilà, mais j'avais des comptes à régler. Vous aviez des comptes à régler. Oui. Il fallait que je comprenne la folie nazie. Comptes à régler, mais aussi l'idée de vous hisser socialement, montrer que vous n'étiez pas une victime. Alors ça, je l'ai découvert à l'âge de 14 ans, quand j'ai été dans une maison d'enfants juive, et c'était la première fois, j'avais 14 ans, c'était la première fois que je vivais dans un milieu juif. Et j'ai été enchanté, éberlué. Il y avait des copains très gais, très drôles, il y avait des fiancés adorables, il y avait deux femmes remarquables, Louba et Anna Wilner, et j'ai été enchanté. Au sens vraiment enchanté. C'était un miracle, mais être juif, c'est donc être ça. C'est donc chanter, c'est donc lire, c'est donc avoir des rêves, chercher à les réaliser. Cette institution a été une révélation pour moi. Et d'ailleurs, il y avait Roland Topor, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, et on a gardé des liens d'amitié toute notre vie. Et Louba nous disait, avec son invraisemblable accent polonais, elle nous disait, on vous a dit que vous étiez des sous-hommes, vous devez démontrer que ce n'est pas vrai. Voilà, quand vous êtes des êtres humains, on vous a dit que vous étiez des larves, que vous étiez des bactéries qui méritaient la mort. Autour de vous, votre famille est morte, a été détruite, on était tous orphelins. Autour de vous, votre famille est détruite, vous devez démontrer que vous êtes des êtres humains. C'est-à-dire que vous devez travailler, étudier, chanter, rire et étudier. Pour elle, étudier, c'était la clé. Alors, ce qui est assez incroyable dans votre parcours, Boris Cyrulnik, c'est que d'abord, vous avez été cancre. Au début, à l'école, vos notes étaient très mauvaises. Mais à un moment donné, et d'une façon extrêmement rapide et presque absolument incroyable, vous êtes devenu un excellent élève quand vous êtes arrivé à Paris, parce que votre vie affective se stabilise avec Dora et Émile. Alors, j'étais mauvais, j'étais nul, parce que j'avais à peine été à l'école, parce que je n'avais pas le droit d'y aller. J'étais caché par une cascade d'enseignants, mais je n'allais pas en classe. Et puis, j'ai eu une stabilité affective. J'ai rencontré une institutrice qui m'a inscrit
à l'examen d'entrée en 6e, qui a existé en 1948. Et j'ai appris récemment que sur 44 enfants, 4 ont été autorisés à se présenter à l'examen d'entrée et 3 ont été reçus, dont votre serviteur. Mais il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits qui montrent que ce qui m'est arrivé est une règle, c'est pas une exception. C'est une règle. Hein. Oui. Dès qu'un enfant est sécurisé, il améliore ses performances. Il a le plaisir d'apprendre. Vous étiez sécurisé, ça vous a donné le plaisir d'apprendre et le plaisir aussi de sortir du lot. Vous êtes mis à faire des études de médecine, évidemment, dans des conditions très particulières, parce qu'il fallait travailler jour et nuit pour financer vos études. Quelle force vous habitez pour avoir à ce point envie d'en découdre, en fait? C'était une inconscience, une rage. J'étais laveur de carreaux. Le matin, de 5h à 8h, j'avais un vélo. Et je pédalais le matin à 4h pour aller sur les chantiers. Et puis à 8h, je sautais sur mon vélo pour aller à la fac de médecine. J'avais des cuisses magnifiques. C'était parce que je pédalais. Et puis il y a eu d'autres métiers. Et puis j'ai été vendeur sur le marché aux puces. J'ai été maître nageur diplômé d'État. J'avais un peigne dans mon slip parce qu'à cette époque-là, j'avais des cheveux noirs. J'étais d'une beauté extra, vous pouvez pas savoir. Ah bah si, regardez. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. En tout cas, cette envie d'en découdre, Boris Cyrulnik, absolument dingue. Ça fait plaisir de l'entendre. Elle est présente jusqu'à dans votre écriture. Vous nous avez confié de votre écriture comme le font l'ensemble de nos patients. Et on l'a confié à Sophie Drisbourg, notre graphologue. Elle décrypte, regardez. Ce qui frappe en priorité dans cette écriture, c'est une impression générale d'élan maîtrisé. En fait, dans une écriture qui est principalement inclinée, prolongée et surélevée sur les lettres les P, les F et les J. Cela parle en priorité d'aspiration élevée chez cet homme qui a certainement eu envie de réaliser des projets d'envergure et de se hisser intellectuellement à un niveau de réflexion important. L'écriture surélevée parle souvent d'une réponse à une insuffisance, à une blessure narcissique et à un sentiment d'humiliation que la personne a cherché à dépasser et a besoin de compenser en permanence. Donc c'est quelqu'un qui est sans doute sensible, mais en même temps, cette réaction à cette blessure lui a donné un moteur et une énergie constante qui le maintient dans un niveau d'exigence pour entreprendre ce qu'il souhaite. La signature aussi, dans la même dynamique. Elle est stylisée, elle est verticale, elle est elliptique. C'est un besoin pour cet homme de se sentir pris au sérieux par ses analyses, ses observations. Et on voit qu'il a besoin d'approfondir, d'aller au fond des choses et de prendre le temps de réfléchir. C'est finalement une écriture de défi d'un homme qui se met la barre haute et qui veut garder la tête haute, qui veut traverser les obstacles et les difficultés et qui avance coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Le docteur Cyrulnik, il dit quoi? Elle a écouté l'émission. Elle ne sait réellement pas de qui il s'agit. Impressionnant. Chapeau. En tout cas, là, vous êtes devenu neuropsychiatre, hein, mais comme vous ne voulez pas vous laisser enfermer dans un rôle précis, vous êtes neuropsychiatre, éthologue également. La communauté scientifique, elle n'aime pas ça. Quelqu'un qui a autant de disciplines et quelqu'un qui ne rentre pas dans des cases. Je suis de la dernière fournée de neuropsychiatrie, puisque les spécialités ont été séparées ensuite, même si maintenant la neuroimagerie rassemble à nouveau les spécialités. Alors, on dit souvent que je suis éthologue parce que j'ai enseigné l'éthologie, mais je n'ai jamais été au CNRS, hein, c'est-à-dire que c'est en tant que praticien que j'ai fait de l'éthologie humaine, en m'inspirant de l'éthologie animale pour en faire des hypothèses pour de monde humain. Vous écrivez même, enfant, j'ai été sauvé par les fourmis. Il y avait près de moi, dans mon désert affectif, un monde passionnant. Grâce aux fourmis, je commençais ma formation de poseur de questions et je découvrais que le monde est parfois enchanté. Cette fascination pour les animaux, elle vient d'une grosse carence affective, en fait. Oui, tout à fait. Dans les années d'après-guerre, dans ces institutions, je ne savais pas d'où je venais, je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas ce qui m'attendait. Il n'y avait personne autour de moi pour me sécuriser. Mais pour qu'on comprenne bien, après-guerre, vous les avez beaucoup fréquentés, ces institutions? Oui, parce que Dora m'a recueilli, m'a retrouvé très vite après la guerre, mais il y a eu des contraintes administratives qui fait que pendant presque 2 ans, j'ai passé mon temps à me balader entre diverses institutions. Or, dans ce désert affectif, il y avait des moments magiques. La guerre des fourmis. Les seules relations humaines, je les avais avec des animaux. D'ailleurs, on va voir des images de vous avec des animaux, puisque vous parlez plusieurs langues, hein, dont la langue des goélands.
Ce grand psychiatre enseigne aussi l'éthologie. Autrement dit, comment observer le comportement animal. Une méthode qui lui a permis de trouver des explications nouvelles à nos troubles relationnels. Sur les rochers des deux frères, les goélands narquois n'ont plus aucun secret pour lui. Quand on apprend leur langue, ils répondent très bien. Là, ils sont en train de venir voir ce qu'on fait. Ça, c'est le cri d'alarme. Ça, c'est le cri d'alarme. Ça veut dire il y a des intrus qui s'approchent un peu trop près. Rentrer la tête, sortir les ailes, baisser la tête, pousser un cri aigu, relever la tête, écarter les ailes. Tout ça, ça fait un code. Ça en fait 30 signaux sonores, plus une vingtaine de postures. Je connais beaucoup d'hommes politiques qui ont fait une carrière avec moins que ça. Donc c'est un langage, mais c'est pas la parole. Appelle-le, tiens, toi qui parles bien le singe, tu parles bien le singe. Voilà, appelle-le. Regarde, il arrive, regarde, il répond, regarde. T'entends, il te répond, voilà. Tu vois, ce petit daim-là, il a les cornes couvertes de velours. Et dès qu'il perdra le velours, il va devenir adulte, et là, il aura sa place à prendre dans la société, et il devra entrer en compétition, comme au rugby. Le rugby, c'est une école d'éthologie. Vous parlez toutes ces langues-là, en fait. Oui, mais j'ai un accent. Mais le fait d'être comme ça pluridisciplinaire et atypique, en marge, ça dit quoi de vous? C'est la peur et la haine de la doxa. C'est du dogme. Dès l'instant où il y a un dogme, je crois qu'il est nécessaire de s'y opposer. Parce que c'est un langage totalitaire. Et le langage totalitaire, j'ai commencé ma vie en subissant un langage totalitaire, et j'arrive au dernier chapitre de mon existence en voyant réapparaître un autre langage totalitaire. C'est-à-dire? Le langage djihadiste. Il n'y a qu'une seule vérité, et ceux qui ne se soumettent pas à ma vérité méritent la mort. Le fait de vous opposer au dogme, ça fait que vous subissez un certain nombre de critiques, et notamment sur votre thèse de la résilience dont on va parler. Comment vous le vivez, ces critiques? Vous, votre femme, qui sera avec nous donc tout à l'heure, nous dit, quand il a été décoré de la Légion d'honneur en 2014, c'était une vraie gratification pour lui, c'était une reconnaissance parallèle, alors que ses pairs n'avaient pas envie de le reconnaître. Il a eu l'impression, avec la Légion, d'être reconnu et suivi. Ça veut dire quand même qu'il y a un manque chez de ne pas être reconnu pour ce que vous êtes? Alors, je le dirai autrement. Quand j'ai, dans les congrès, dans les publications, quand je ne suis pas reconnu, je me retrouve dans la situation imprégnée dans ma mémoire, je suis chassé de la société. Donc ça me blesse. Ça vous blesse, d'accord. C'est parce que c'est tracé, on ne peut pas me chasser de la société. Mais donc, ça m'invite donc, plus on me blesse, plus je suis invité à publier encore plus. C'est ce qui fait que vous êtes un psy médiatique. Mais ce besoin de médiatisation, c'était un besoin de réintégrer la société? Alors, moi, j'aurais pas dit besoin de médiatisation. J'avais besoin d'être reconnu par mes pairs. La médiatisation est venue de surcroît, comme dirait un Lacan. Mais si les médias m'invitaient pas, je serais pas blessé. Alors que dans le milieu professionnel, je faisais des publications et quand on les reconnaît pas, ou dans les congrès, ça me blesse. Mais ça me pousse à ajouter encore plus d'autres publications pour convaincre. Et en tout cas, ce qui vous a rendu célèbre, c'est donc la résilience. Cette théorie date des années 50 et vient d'une psychologue américaine, Amy Werner, c'est ça? Vous avez popularisé la résilience, donc le fait de pouvoir se remettre d'un traumatisme et d'en faire une force. Vous l'expérimentez aux quatre coins du monde, auprès d'enfants traumatisés. Là, on va vous découvrir au Kosovo. Ils sont blessés, il faut donc leur dire, voilà, tu as quelque chose à affronter, c'est possible, mais ça ne sera pas facile. Or, dans notre culture, jusqu'à maintenant, on a pensé, ces enfants-là sont foutus, c'est des sous-hommes, c'est même pas la peine de les aider. Et ça, c'est une prophétie créatrice. C'est-à-dire qu'on crée ce qu'on craint. Disant que ces enfants sont foutus, on les engage dans des circuits qui en fait des enfants foutus. Alors que là, ces enfants-là, on leur dit, tu es blessé, ça va pas être facile, mais on va tous s'y mettre et on pourra réparer cette grave blessure.
Quelle est la langue que tu préfères? Anglais. Tu parles anglais aussi? Non, mais j'aime parler anglais. Tu veux apprendre à parler anglais? Ouais. Ou tu as pas encore appris? Non. Un peu, tu as un peu appris? Ouais, un petit peu. Eh bien alors tu seras professeur de langue quand tu seras grand, non? Qu'est-ce que tu parles encore? Seulement les deux. Les deux seulement? Et ici, le kosovar, tu parles bien? Oui. Eh ben ça fait 3. Ouais. C'est bien, dis donc, t'es plus fort que moi. Hein. Ces enfants-là, je pense, ont tous été humiliés, blessés, ou ont vu leurs parents humiliés ou blessés. Donc le seul moyen de se réhabiliter, de se redonner un bon sentiment de soi, c'est par l'école. Donc ce qu'on voit, c'est que l'école et ces enfants-là surinvestissent l'école. Et ce qu'on voit, c'est que l'école, pour eux, c'est probablement le meilleur processus de réadaptation. Comment t'appelles-tu? Lombardo. Comment t'appelles-tu? Marie-Claude. Adeline. Leslie. Ardit. Albana. Magnifique. Boris Cyrulnik, c'est parce que vous êtes vous-même un grand résilient que vous avez pu être un grand passeur de ce concept? Oui, c'est ce qui m'a donné envie de réfléchir à ça, c'est que quand j'étais enfant, on me disait il ne pourra pas y arriver, c'est même pas la peine d'essayer, regarde d'où tu viens. Et quand j'entends aujourd'hui dire ça de ces enfants, ou des enfants des quartiers, ou d'autres enfants, ça me blesse. Si cet enfant n'y arrive pas, c'est que autour de lui, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour qu'il y arrive. Donc là, il y a Papa Freud, la réussite sociale est plus un bénéfice secondaire de la névrose. Ce qui compte pour nous, c'est l'épanouissement. Philippe Grimbert, qui est le psychanalyste de notre émission, a tenu à vous adresser un message. Regardez. Cher Boris Cyrulnik, il y a quelque chose de paradoxal dans votre trajet. Un enfant caché qui devient un homme public. Un enfant silencieux qui devient éloquent. Un enfant autrefois marginalisé qui occupe aujourd'hui une place marginale du fait de l'originalité de sa pensée. Un enfant que ses persécuteurs ont voulu déclasser et qui échappe à la classification. Psychiatre, écrivain, philosophe, mais surtout un enfant d'autrefois qui a su transformer un traumatisme en l'objet de sa recherche. Vous avez été bien sûr résilient avant d'en avoir élaboré le concept, ce concept devenu votre signature. Les théories qui sont nées d'une expérience vécue trouvent un écho en chacun de nous. C'est le cas de la résilience, parce qu'elle a pris racine dans votre histoire. Une note plus personnelle maintenant, si vous le permettez. Vous avez pu dire à mon propos, il ne le sait pas, mais Philippe Grimbert, le psychanalyste, en parlant dans Un secret de son enfance et de sa famille, a écrit une partie de ma biographie. J'ai évidemment été touché par ces mots. Et pourtant, nos biographies pourraient sembler différentes. Vous avez été un enfant caché, alors que j'ai été un enfant à qui l'on a caché sa vérité. Vous avez vécu l'horreur, alors que j'en ai hérité. Mais vous avez cependant raison, car nos deux histoires se rejoignent. Elles nous ont conduits tous deux vers la psy, vous vers la psychiatrie, moi vers la psychanalyse. Et surtout, elles témoignent de la force que l'on peut tirer d'un trauma pour qu'il ne tue pas notre devenir. Alors ça me touche beaucoup, parce que son livre sur le secret a joué un rôle important. Et ce qu'il dit est mot à mot vrai. C'est-à-dire que qu'on hérite de quelque chose, surtout si ça n'est pas dit. Parce que si c'est dit, la réalité est trahie quand on parle. Dès l'instant où on parle, on donne une forme verbale qu'à un autre moment ou avec un autre locuteur, on aurait donné une autre forme verbale. Donc le fait de faire un récit de ce qui nous est arrivé, c'est déjà une trahison du réel. Mais ça permet aussi de ne plus être soumis au passé. Vous disiez, je voulais être psychiatre, avoir un fils, une fille, une maison, d'où l'on verrait la mer. Dans mon monde, c'était comme d'aller sur la Lune. J'entendais les gens parler de moi, il est pourri, il est foutu. Et moi, je rêvais, j'étais un rêveur mégalomane et s'approchait de tout. Finalement, c'est ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous avez obtenu. Cette carrière de neuropsychiatre, d'écrivain, vous vivez donc à la Seine-sur-Mer, près de Toulon, depuis 40 ans. Vous êtes marié à Florence, qui va nous rejoindre depuis 1964. Vous avez 2 enfants. Un fils, Yvan, musicien, une fille, Natacha, décoratrice de théâtre. Vous les avez totalement réalisés, vos rêves, Boris Cyrulnik. C'est assez incroyable. C'est absolument dingue, même. C'est assez incroyable, mais
Voilà, les rêves, c'est fait pour être réalisé, en partie, même si on réalise jamais tout. Celle qui vous a permis de réaliser votre rêve, c'est Florence. C'est bien, c'est ma colonne vertébrale affective. Elle m'a tenu, cadré, sécurisé, dirigé. Faut pas lui dire. Hein. Ben non, vous allez lui dire vous-même. Bonsoir Florence, mais elle le sait déjà. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Eh bien, merci à vous. J'ai appris beaucoup de choses, hein, et ça m'a beaucoup ému, parce que c'est le genre de choses qu'on ne dit jamais en famille. Quand vous avez rencontré le jeune Boris dans les années 60, Florence, qu'est-ce qu'il vous a dit de son histoire? Rien. C'était un gars superbe, très rigolo, très blagueur, c'était un glandeur, et j'ai été séduite par un glandeur extrêmement rigolo, en plus très beau garçon, mais je me rendais très bien compte qu'il y avait quelque chose qui le rendait quand même beaucoup plus mûr et qui était différent de copains étudiants de fac. Hein. J'ai rencontré Boris à 17 ans dans mon premier stage de première année de médecine. Et vraiment, dans les dernières années, quand on a été un peu plus ensemble, qui m'a dit les quelques lignes principales de sa vie. Le fait que ses parents avaient été déportés, qu'il avait perdu sa famille, etc. Mais après, je ne suis jamais allée au-devant de confidences. Je trouvais qu'il fallait que j'attende que ça vienne. Et c'est venu, effectivement, après cette émission de Polak en 83, dont vous avez parlé tout à l'heure. Et petit à petit, j'ai appris des choses. Je n'avais que quelques points de repère très, très espacés. Et je me souviens, pour l'émission Je me souviens, mes petits-enfants étaient là, et le plus jeune avait 8 ans à peu près. Donc, il a écouté cette histoire, et il m'a dit Mamé, il avait quel âge, papé? Je dis, il avait 6 ans et demi. Et il a dit, putain. Voilà, donc c'est des choses qu'on ne peut pas dire en direct. Je comprends. Et qu'il faut dire comme ça, par le biais d'une médiation, voilà. Boris Cyrulnik, c'est la seule qui fait que vous ne parlez pas, Florence, non? Elle va finir par me connaître. Hein. Non, mais c'est exactement ça. Et comme c'est la personne la plus importante de ma vie, hein, c'est-à-dire qu'il y a des choses non dites qui passent quand même. Et qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le silence, et qu'elle a saisi, elle a compris beaucoup de choses. Dernière question, est-ce qu'ensemble vous avez fondé un foyer juif ou pas du tout? Eh bien, d'abord, quand on rentre dans la maison, il y a une grande vierge du XVe siècle. Donc, ça surprend généralement des gens qui croient venir dans la maison d'un juif sont un petit peu surpris. Certains nous en ont fait la réflexion. Boris n'a absolument aucun rituel religieux juif, excepté les cornichons. Mais vous-même, vous êtes juif, Florence? Non, pas du tout. D'accord. Vous, l'enfant de déporté, le rescapé, vous avez composé un couple mixte. Oui, parce que l'affection, pour moi, était capitale. Et la religion joue un rôle dans l'affectivité, parce que ça permet d'avoir des rituels, ça permet d'avoir de la solidarité, de la transcendance, mais ça se transforme très vite en langage totalitaire qui m'inquiète. Merci beaucoup, Florence. Merci à vous. Elle l'a dit, hein, vous êtes ensemble depuis toujours. Vous êtes extrêmement fidèle à votre éditrice, Odile Jacob, depuis plus de 30 ans. Quand vous venez ici à Paris, vous allez toujours dans le même hôtel. Ce qui fait dire à Philippe, qui était avec nous tout à l'heure, je pense que Boris est émotionnellement extrêmement fragile. Il va conserver son équilibre en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de vague. Il ne peut pas vivre le conflit. C'est bien vu, parce que c'est vrai que j'ai gardé une sorte de vulnérabilité affective. Mais c'est probablement une trace de mon enfance dont je profite. Parce que quand j'ai des amis, c'est des amis fidèles. Je suis sécurisé, heureux d'être fidèle à ma femme, parce que on s'est appliqué à se rendre mutuellement heureux. Et je crois que peut-être ma vulnérabilité affective y participe. L'immense blessure de mon enfance a donné le thème de ma vie. Il fallait la surmonter, mais il ne faut pas trop me précipiter à nouveau dans ce genre de problème. Si c'est ce langage totalitaire qui pointe actuellement se réveillait,
probablement je serais vulnérable. On vous remercie infiniment de vous être livré. On va débriefer rapidement. C'était passionnant, Boris Cyrulnik. Je suis pas seul. Je suis pas seul. Merci. Vous avez conscience quand même d'être très particulier, Boris Cyrulnik. J'ai surtout conscience que de votre travail d'enquête, de précision qui me bluffe. J'avais peur de venir le voir. J'ai hésité, il a réussi à me convaincre. Merci, vous avez bien fait d'insister, merci. C'est certainement le divan qui était le plus compliqué pour moi à faire, de vous avoir là, et je vous remercie vraiment beaucoup. Je vous laisse conclure. Pour vivre heureux, vivons. Il faut que vous complétiez la phrase. Vous n'allez pas me dire caché. Je suis encore un peu caché, je ne suis pas complètement décaché. Mais est-ce que vous êtes totalement heureux ? Être heureux, c'est réaliser une part d'utopie. Je suis très content de ma réponse. Je n'ai pas répondu à sa question. Merci, docteur. Merci infiniment, docteur. Merci, Boris Cyrulnik. Merci d'avoir passé au divan. Bougez pas. Découvrez le podcast Déraciner des ailes pour s'envoler, s'enraciner. Déraciner des ailes, le podcast, disponible sur toutes les plateformes.